France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et sur Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Ici l'Europe au Danemark. Nous sommes installés au cœur de la capitale, Copenhague, à quelques mètres du Palais Royal, dans le ministère des Sciences. Et nous sommes en compagnie de la ministre des Sciences et de l'Éducation supérieure, Christina Egelund. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonne francophone, on l'entend passer par la Sorbonne. Vous avez été 3 ans députée pour le parti des modérés avant d'intégrer le gouvernement de la social-démocrate Mette Frederiksen, une coalition tripartite entre socialistes et donc centre-droit. Le Danemark et ses 6 millions d'habitants ont souvent dit non à l'Europe, non à l'euro, non à Maastricht, non aussi à la défense commune. C'est en train de bouger. Et puis vous détenez effectivement la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à décembre prochain. Une présidence particulièrement intense, en effet. Quelles ont été vos priorités finalement ? Juste pour l'historique, c'est vrai qu'on a eu quelques exceptions dans le temps avec notre engagement dans l'Union européenne. Je pense que là, les sondages récents montrent que les Danois sont parmi les plus favorables dans l'intégration européenne. Donc ça a aussi changé avec le temps et je pense que les changements géopolitiques ont tout à fait là-dedans. Alors depuis le 1er juillet, on tient la présidence de l'Union européenne dans un moment crucial pour l'Europe, avec une guerre sur le terrain européen, avec une compétition au niveau technologique mondial qui est intense et qui nous demande beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi au rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne, et donc on travaille sur ça, et aussi sur un agenda qui a tendance un petit peu à être oublié, parce qu'il y a tant d'autres problèmes qui arrivent, c'est les changements climatiques, donc un avenir vert pour l'Europe. Donc on a mis aussi ça sur l'agenda, et puis avec les bilans aussi d'élargir l'Union européenne avec l'Ukraine et d'autres pays dans l'Europe d'Est, avec l'ambition d'avoir une Europe vraiment unie et forte. Christina Egelund, nous allons développer toutes ces priorités dans la suite du programme, bien sûr, mais auparavant, je vous propose de suivre quelques brèves d'Europe qui ont été choisies et compilées par Oyana Almandoz. Au moins 30 000 demandeurs d'asile seront répartis entre les pays membres en 2026. Selon le pacte migration de la Commission, l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, qui connaissent le plus grand nombre d'arrivées, pourront demander à d'autres États d'accueillir une partie de ces migrants. Si ces pays refusent, ils devront leur verser une aide financière de 20 000 € par réfugié ou leur offrir un soutien opérationnel. La Bulgarie, l'Estonie ou la Pologne pourront être exemptés car ils se trouvent, selon la Commission, dans une situation migratoire importante, due à l'arrivée de nombreux Ukrainiens ainsi que de migrants envoyés par la Biélorussie. Les négociations entre États se poursuivront jusqu'à décembre, mais la Hongrie a déjà déclaré qu'elle refuserait de participer à tout système de quotas. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a réitéré sa volonté d'utiliser les avoirs russes gelés en Europe pour financer un prêt à l'Ukraine. C'est le moyen le plus efficace de soutenir la défense et l'économie de l'Ukraine. C'est la manière la plus claire de faire comprendre à la Russie que le temps ne joue pas en sa faveur. Faute de quoi, selon elle, les 27 devront financer eux-mêmes ces prêts ou accepter d'emprunter sur les marchés. Des options rejetées par la France ou l'Allemagne. Les États membres espèrent trouver un accord lors du sommet européen de décembre. La Belgique, où la plupart des avoirs russes sont conservés, bloque leur utilisation. Depuis quelques semaines, la Belgique est d'ailleurs la cible de multiples incursions de drones sur son territoire. Si le gouvernement belge refuse de pointer du doigt la Russie, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, y voit un lien avec ces fameux avoirs russes gelés dans le pays. C'est une façon de créer de l'instabilité et de la peur dans le pays. Ne songez même pas à toucher aux avoirs. Il n'y a pas d'autre manière de l'interpréter. La Belgique a en conséquence débloqué en urgence 50 millions € pour des achats d'armes et de moyens de défense antiaérienne.
Madame Engelund, au Danemark, fin septembre, début octobre, des drones ont survolé 6 aéroports, 6 sites militaires. Comment vous expliquez ces survols? La Première ministre, Mette Frederiksen, a pointé du doigt les Russes. Quelle est la signification profonde de ces drones? J'aurais jamais imaginé que dans mon pays, dans nos aéroports et au-dessus des installations militaires au Danemark, qui est un pays pacifiste, qu'on serait survolé comme ça par des drones. On ne connaît pas encore l'origine de ces drones. Il y a une investigation en cours au ce sujet-là. Mais pour moi, c'est un symbole du contexte géopolitique dans lequel on vit. Et ça montre aussi que, justement, le développement technologique est au cœur de cette bataille mondiale. Justement, votre pays, le Danemark, a augmenté son budget militaire à 3,5% du PIB, un effort considérable. Peut-il se prémunir contre des attaques contre ces infrastructures stratégiques? J'ai voyagé en Ukraine au mois de septembre. Ce qui m'a beaucoup frappé par rapport, à part les atrocités de la guerre qui marquent forcément, c'est qu'au cœur de cette guerre, et pourquoi les Ukrainiens courageusement arrivent à tenir l'effort contre les Russes, c'est beaucoup grâce au développement technologique. Donc les drones, autres technologies. Donc on vit aussi dans une ère où l'innovation est au cœur de comment on se défend. Les Danois ont été longtemps critiques vis-à-vis de l'Union européenne, et avec des opt-out, des exceptions dans beaucoup de domaines. Mais ça a changé beaucoup depuis la guerre en Ukraine en particulier. Vous avez par référendum réintégré en 2022 la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Ça veut dire que vous voulez vraiment une autonomie pour construire des armes et des armes européennes, c'est la question, parce que vous achetez beaucoup américain. On va réétablir une industrie militaire et de défense en Europe qu'on n'a pas eu, en tout cas pas assez fort qu'on le souhaite. On va aussi faire ça dans mon pays. Nous, on a pendant beaucoup d'années pas assez investi dans notre défense. Là, on est en train de monter, on a beaucoup monté, on investit beaucoup, avec le but aussi dans l'OTAN d'arriver en 2030 à investir 5% de notre BNP. On va y arriver et c'est une priorité, c'est la priorité numéro 1 pour ce gouvernement. Et là-dedans, c'est clair qu'il est crucial de réinvestir, reconstruire une industrie européenne aussi au sujet de la défense. Et là-dedans, encore une fois, les technologies modernes de défense sont complètement cruciales. Alors précisément, Christina Engelund, la Commission européenne entend construire un mur de drones. Vous encouragez finalement l'utilisation de ces biens à double usage, les transformer pour des usages militaires, les drones par exemple? Absolument. Je pense qu'on est dans un contexte et dans un moment dans l'histoire où investir dans la recherche uniquement pour un usage civil, c'est un luxe qu'on ne peut plus vraiment se permettre. Et d'ailleurs, vous êtes favorable à ce que le programme Horizon Europe, doté de 100 milliards d'euros sur 7 ans, puisse justement contenir ces biens à double usage, parce que les chercheurs européens n'y sont pas forcément favorables. Ils ont l'impression qu'on va leur enlever un peu d'argent. Moi, je suis favorable. Tout à fait, le gouvernement danois est favorable. Et après, quand cela est dit, chaque chercheur individuel, forcément, prend ses décisions avec sa propre conscience de ce qu'il veut faire et pas faire avec son travail. Forcément, cette liberté-là reste à respecter. Mais il faut en Europe qu'on ouvre nos yeux par rapport aussi aux menaces qui sont là et le rôle qui jouent les technologies et donc la recherche dans ça. Il ne faut pas être naïf face au développement en Chine ou en Russie ou en Iran, par exemple. Et il faut qu'on soit à l'auteur aussi de pouvoir nous protéger aussi avec des technologies critiques. Vous avez déclaré qu'il faut que nous, les Européens, nous devenions plus autonomes aussi sur l'intelligence artificielle. Pour l'instant, elle se développe à très très grande vitesse aux États-Unis, d'ailleurs sur fond de dérégulation décidée par l'administration Trump. Est-ce qu'on va pouvoir rester dans la course? Est-ce que c'est le modèle à suivre aussi? Il faut absolument rester dans la course. L'intelligence artificielle, c'est probablement la nouvelle technologie qui vient avec le pouvoir transformatif le plus fort qu'on a connu depuis très très longtemps. Et qui génère de la croissance d'ailleurs. Peut-être depuis la révolution industrielle.
Donc, dans ça vient aussi avec beaucoup d'aspects éthiques, beaucoup de questions morales. Moi, je voudrais que l'intelligence artificielle appliquée en Europe pose sur des valeurs européennes, c'est-à-dire un respect pour l'individu, l'humanité, des valeurs démocratiques, transparence. Et donc, il est, pour moi, complètement crucial que justement, on arrive à développer des plateformes du AI en Europe qui posent sur des valeurs européennes. Je pense que non seulement les Européens, mais que le monde en a besoin. Mais les Américains nous demandent précisément l'inverse, à savoir enlever le carcan, enlever les régulations européennes sur leur big tech et sur leur IA. Et ça, est-ce qu'on s'apprête à le faire? Est-ce que nous-mêmes, quand on parle de simplification en Europe, ça veut dire aussi se débarrasser de toutes les règles? Non, pas forcément, parce que là, il y a aussi des pouvoirs en jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut laisser ça aux mains non seulement d'un autre pays, les États-Unis, mais des grosses entreprises, avec un leadership qui n'est pas élu démocratiquement, qu'on n'a pas choisi, et donc on ne contrôle pas les valeurs quand on parle d'intelligence artificielle. Donc, investissement aussi là, dans les infrastructures européennes. Si on veut arriver à faire ça, ça va aussi dire un changement d'esprit dans tous les capitaux en Europe. C'est-à-dire, par exemple, investir dans les ordinateurs du AI en Europe, ça coûte très cher, ça consomme beaucoup d'énergie. On ne va pas en avoir 27 en Europe. Mais peut-être, quand on parle de gigafactories, on parle d'en faire 5 en Europe. C'est-à-dire, il va falloir savoir en partager. C'est-à-dire, à Paris, comme à Copenhague, la première question, le premier but, ce n'est pas de les avoir sur notre terrain en France ou au Danemark, mais être prêt à investir, est-ce que ce soit en Europe, et être content si ça vient en Belgique ou en Suède ou en Espagne ou ailleurs. Alors, vous êtes aussi ministre de l'enseignement supérieur au Danemark. La France propose d'interdire justement les réseaux sociaux aux moins de 15 ans qui nuisent à leur santé mentale, regorgent de fake news, sont des outils de radicalisation aussi parfois. Vous êtes aussi en train de légiférer sur ces questions-là au Danemark. Dans quel sens et comment justement protéger mieux les Européens ? Alors, nous avons décidé, le gouvernement, avec une bonne majorité dans notre Parlement, d'interdire ces réseaux-là aux jeunes, aux enfants de moins de 15 ans. Pourquoi? Parce que c'est en train de prendre l'enfance de nos enfants, tout simplement. Je pense qu'on connaît tous, on arrive dans un endroit avec des enfants. Dans mon enfance, on jouait ensemble, on était dehors, on faisait du vélo, on faisait du sport. On était actifs ensemble. Dans l'hiver, les hivers ici sont plus difficiles que ce que vous connaissez en France. On jouait ensemble à l'intérieur, on faisait des jeux. Là, on arrive dans un endroit, des enfants, chacun avec leur petit écran. Moi, je pense que ça ne fait pas du bien à nos enfants. On veut enlever ça de leur vie. Le Danemark, vous dites, a besoin d'ailleurs, en parlant de jeunes, d'étudiants étrangers supplémentaires parce qu'il y a une concurrence pour attirer ces jeunes qui est féroce en Europe. Et pourtant, j'ai envie de dire, par ailleurs, pour votre gouvernement, la politique migratoire est l'une des plus restrictives d'Europe. Et vous voulez un modèle zéro immigration. Est-ce que ça ne va pas décourager les jeunes talents de se tourner vers ce pays qui change d'image ? Absolument pas. Alors, le Danemark est comme beaucoup d'autres pays en Europe. On est challengé sur les démographies, c'est-à-dire qu'on est peu, on va devenir encore moins. On a des employeurs publics comme privés qui déjà aujourd'hui manquent de pouvoir employer des compétences dont ils ont besoin et ça va être encore plus difficile. Et donc, dans ce contexte-là, forcément, on a besoin d'attirer du travail depuis l'extérieur, mais aussi des étudiants qu'on peut former et qui, j'espère, vont avoir envie de rester ici. Mais ça n'est pas contradictoire avec une politique migratoire, zéro migration ? Je pense qu'il faut distinguer entre les gens qui viennent pour travailler ou étudier et la migration. C'est justement un des problèmes dans ce débat-là, c'est qu'on a un peu tendance à tout mélanger. Le Danemark est un petit pays, on a une économie ouverte, on dépend de collaborations internationales, donc absolument ouvert aux étudiants et aux gens qui veulent venir
pour travailler. Vous insistez beaucoup sur la cause de l'espace. Starlink d'Elon Musk s'est avéré un outil incontournable pour les Ukrainiens dans leur guerre contre la Russie. Côté européen, Ariane lance des satellites, bien sûr, avec succès, mais à un rythme moindre par rapport aux Américains. Comment accélérer avant que l'espace soit plein à craquer, saturé par des objets non européens? Alors ça, très important. Juste un chiffre. Parmi les plus de 10 000 satellites qui sont aujourd'hui en fonction autour de la Terre, il y a plus que la moitié qui sont émis par Starlink. Donc ça montre quelque chose sur la dominance de Elon Musk sur l'espace. Donc pour moi, investir ensemble en Europe dans les infrastructures d'accès en espace, mais aussi dans les industries d'espace en Europe, où je sais qu'aussi que la France, il y a une importante industrie aussi pour des raisons historiques et d'espace qui sont très importantes pour l'Europe, est encore une fois une technologie qui n'est pas juste une technologie pour améliorer la vie sur la Terre, etc., mais qui est cruciale dans la bataille mondiale dans laquelle on se retrouve, et donc pour l'indépendance, l'autonomie de notre continent. Dernière chose, Christina Engelund, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous voulez toujours plus d'innovation, on l'a entendu, investir dans l'espace, dans l'intelligence artificielle, dans la défense, mais tout cela génère des CO2. Et est-ce que l'Europe, finalement, a aussi des ambitions écologiques? Est-ce qu'il ne faut pas aussi diminuer un peu nos productions pour avoir ces ambitions écologiques? Je suis un peu inquiète quand on regarde le bilan aussi dans tous les différents pays en Europe, y compris le mien. La question verte diminue un peu dans l'importance aussi aux yeux des citoyens, ce qui est relativement grave parce que la crise climatologique n'est pas disparue, elle est encore là. Et comment on va résoudre ça? Forcément par un changement de comportement, mais aussi et surtout par des nouvelles technologies qui sont issues par la recherche et l'innovation. Quand on regarde pourquoi l'espace, par exemple, pour revenir à l'espace, est important, ce n'est pas seulement une histoire de sécurité ou indépendance, c'est aussi, par exemple, par l'espace et par les satellites, on arrive à photographier, c'est-à-dire observer tout ce qui se passe sur Terre, donc on peut mieux utiliser les ressources naturelles pour faire une production agriculturelle soutenable. Merci à vous d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Christina Engelund. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur Radio France Internationale. Restez sur nos antennes, l'actualité continue.